Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les titres, mais aussi le sommaire. Débutons ce journal par ce communiqué des forces rwandaises de défense qui indique qu'à 4h30 du matin ce mercredi, les forces armées de la République démocratique du Congo, estimées entre 12 et 14, sont entrées dans la zone neutre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, à la frontière du district de Rusizi, c'est en province de l'Ouest, et ont ouvert le feu au poste frontalier rwandais. Les forces rwandaises de sécurité ont répliqué et les forces congolaises se sont retirées. Aucune victime côté rwandais, la situation est calme. Les forces rwandaises de défense ont saisi le mécanisme conjoint de vérification pour mener des investigations sur ces actes de provocation. Suivez cette réaction du gouvernement rwandais suite à cette provocation. Selon le porte-parole du gouvernement, Alain Mukurarinda, il est au micro de notre confrère Jean-Pierre Kagabo. Comme vous l'avez dit, c'est un incident, mais c'est aussi c'est dans la suite logique des actes du gouvernement congolais qui a décidé de provoquer le Rwanda, de commettre des actes de provocation, tout en espérant peut-être qu'il y ait une guerre ouverte entre les deux pays. Mais le Rwanda ne va pas tomber dans ce piège parce que pour le Rwanda, ce problème ne sera résolu que par la voie de discussion, par la voie de dialogue. Mais une chose est sûre, si le Rwanda est attaqué, le Rwanda va se défendre. Mais le Rwanda ne va pas réagir à ce genre de provocation parce que vu la façon de réagir du gouvernement congolais qui crie partout que c'est le Rwanda qui attaque le Congo, c'est le Rwanda qui est de l'M23, c'est le Rwanda qui est la cause de l'insécurité dans la région. C'est un slogan qu'ils ont mis en place, c'est un slogan qu'ils continuent à diffuser un peu partout. Donc ils essaient aussi de provoquer pour voir si le Rwanda fera un faux pas pour entrer en guerre ouvert. Et dans ce cas-là, s'il y a une guerre ouverte, ils vont dire que voilà, c'est ce qu'on vous a toujours dit, c'est le Rwanda qui nous attaque, c'est le Rwanda qui nous agresse. Donc aujourd'hui, c'est un acte de provocation de plus, mais c'est juste une façon aussi de camoufler le fait qu'ils ne veulent pas appliquer les résolutions qui ont été prises au niveau de la région, dont le président a signé lui-même, paraphé et signé toutes ces résolutions, mais qui n'appliquent pas. C'est une façon aussi de faire croire que voilà, le problème c'est toujours le Rwanda, alors qu'au fond, par rapport aux décisions qui ont été prises, aucune n'a été mise en application par le gouvernement congolais. La Commission nationale électorale a présenté sa proposition selon laquelle les élections présidentielles et législatives se dérouleront en même temps. La présidente de la Commission nationale électorale, l'honorable Oda Gassingwa, a indiqué devant la presse dans l'avant-midi de ce mercredi, après avoir prêté serment à la Cour suprême. Elle a fait savoir que cette proposition sera soumise à l'approbation des organes concernés conformément à la procédure que prévoit la loi, ajoutant que si elle est approuvée, elle permettra au pays d'épargner environ 7 milliards de francs rwandais, le temps qu'il fallait pour l'aboutissement de ces deux activités. Comme vous le savez, j'étais à la communauté est-africaine. Nous avons vu beaucoup de choses qui sont faites dans d'autres pays en nous rappelant surtout que les élections législatives et présidentielles se déroulent au cours des différentes années et en considérant le mandat de son Excellence, le président de la République, qui est maintenant de 5 ans au lieu de 7. Je suis persuadé, et c'est important, que les deux activités électorales se déroulent concomitamment. C'est très important. Vous savez que j'ai été approuvé par le Sénat et après, j'ai pris le temps d'approcher la commission électorale et d'autres partenaires pour que nous puissions discuter sur la synchronisation de ces activités. Si l'on considère le problème dans l'angle économique et des moyens financiers, je trouve que mon souhait, et après discussion avec différents partenaires et la commission électorale, nous estimons qu'il serait favorable, après d'amples discussions, que les élections présidentielles et législatives soient synchronisées.
Vous savez que dans tous les pays, le budget en période électorale est un casse-tête, et non seulement pour le pays, mais également pour les organisations politiques. Vous savez que les partis politiques utilisent beaucoup d'argent pendant la préparation des élections, et si les deux activités électorales sont synchronisées, tout en prenant en considération que les manifestes de ces partis sont en discussion au moment où l'on cherche les députés qui représenteront ces partis politiques. Manifesto y'aya mashyaka ibiganirwa mu gihe cyo gushaka abadepite bahagararira ayo mashyaka ya politiki. Suivant à présent le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais sur la proposition de reporter les élections législatives à l'année prochaine. Bon, c'est une réaction de satisfaction, je peux dire, parce que là, si on concentre les deux élections en même temps, on va éviter des dépenses inutiles, parce que vous savez très bien que préparer des élections, ça coûte trop cher. Donc on va éviter d'avoir des élections qui se chevauchent sur 2 ans. Et deuxièmement, c'est moins de frais pour les partis politiques. C'est pas facile pour les partis politiques d'engager des frais pour la préparation des élections, pour les réunions publiques. C'est également une façon de ne pas ennuyer la population qui ne serait pas content d'aller voter chaque année. Donc dans ces conditions-là, c'est une très bonne idée. Et je crois que aussi il faut voir ce qui se fait aussi dans les pays limitrophes. Je crois que dans plusieurs pays qui nous entourent, ils ont essayé de combiner les élections présidentielles, sénatoriales ou des députés. Et puis, ça ne demande pas un référendum. C'est vrai qu'il y a un changement de constitution qui doit s'opérer, mais ça ne demande pas un référendum. C'est juste une demande, par exemple, du gouvernement, donc de l'exécutif, qui fait la demande suivant les procédures. On ne va pas entrer dans les procédures. Et puis, les députés vont examiner la proposition et la voter. Et voilà, et un article de la Constitution sera changé. On va y ajouter un alinéa. Et puis, dans les articles transitoires, ils vont dire que voilà, les députés, cette année, ils ne vont pas terminer leur mandat, qu'ils le termineront l'année prochaine. Environ 40% des habitants de notre planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent, qu'ils comprennent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue, avec une prise de conscience croissante de son importance, en particulier pour les enfants d'âge préscolaire, et plus d'engagement en faveur de son développement dans la vie publique. Une réunion a regroupé les responsables du ministère de la Culture et leurs collègues du ministère des Technologies avec des experts en linguistique. Cette rencontre a pour objectif d'examiner les voies et moyens en vue d'améliorer l'usage du Kinyarwanda en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment la reconnaissance vocale en Kinyarwanda, ce qui est la reconnaissance de la parole en Kinyarwanda, la synthèse vocale en Kinyarwanda et créer une base de données en Kinyarwanda. C'est un ensemble de données en Kinyarwanda. Ce travail est fait dans le cadre de la préparation de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle qui sera célébrée le 21 février prochain, ainsi que du lancement de la campagne de promotion du Kinyarwanda, notamment à l'aide de la technologie. Dans un mot de circonstance, le ministre de la Culture a déclaré que l'introduction et la mise en ligne de la langue maternelle, le Kinyarwanda, dans la technologie va permettre d'atteindre 2 objectifs, sa préservation, mais aussi permettre à ceux qui veulent l'apprendre de le faire avec beaucoup plus de facilité. Le thème de la Journée internationale de la langue maternelle 2023 est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Le procès de Félicien Kabuga se poursuivait ce mercredi au mécanisme résiduel des tribunaux pénaux à l'Aïe. L'audience de ce jour a été consacrée au contre-interrogatoire du témoin protégé KAB 035 sur les événements survenus à Kimirongo dans la ville de Kigali avant et pendant le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Les propos de Jean Damascène Manichimie.
Ajourné à 2 reprises, le 31 janvier et le 7 février 2023, le procès de Félicien Kabuga a finalement repris les 14-15 février courants. À l'ouverture de la séance mardi, le juge président a rendu hommage à la juge Elisabeth Ibandana Amia, décédée le 8 janvier. Il a souligné son rôle remarquable dans la défense des droits de l'homme et de l'état de droit. Les audiences de ces 2 jours ont été marquées par les contre-interrogatoires du témoin de l'accusation. Ce témoin protégé, KAB 035, a indiqué à la cour qu'il vivait dans la zone de Kimirongo dans la ville de Kigali, non loin de la résidence de Félicien Kabuga. Dans sa déposition, le témoin a affirmé avoir vu des miliciens Interahamwe armés de fusils et d'armes blanches à Kimirongo où habitait Kabuga. Il a déclaré qu'avant le génocide, des camions transportant des Interahamwe entraient dans la résidence de Kabuga et ces derniers y suivaient des formations qui les préparaient à massacrer les Tutsis pendant le génocide. Demandé par Maître Artit, avocat de la défense de Félicien Kabuga, comment il a eu connaissance des faits qu'il rapportait alors qu'il n'entrait pas chez Kabuga, le témoin a expliqué que quand les Interahamwe revenaient des entraînements, ils entraient dans les bars de la région, buvaient et s'enivraient, après quoi ils divulguaient eux-mêmes ce qu'ils faisaient dans la résidence de Kabuga. Et au témoin d'ajouter que même après le génocide, certains de ces Interahamwe sont passés aux aveux, révélant encore une fois des entraînements qui se faisaient chez Kabuga à Kimirongo. L'accusé Félicien Kabuga a suivi son procès dans la salle d'audience du tribunal. L'audience est ajournée pour la semaine et reprendra le mercredi 22 février 2023. Le procès de Félicien Kabuga, arrêté en France en mai 2020, a débuté le 29 septembre 2022 dans la salle d'audience de La Haye du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux internationaux. Félicien Kabuga est inculpé de 6 chefs d'accusation: génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, entente en vue de commettre le génocide et 3 crimes contre l'humanité qui sont persécution pour des motifs politiques, extermination et meurtre. Un groupe des investisseurs burundais est en visite au Rwanda pour examiner comment construire une usine de production d'engrais d'une valeur de 400 millions de dollars au Rwanda. Cette usine serait la 3e du genre dans la région est-africaine après celle du Burundi et de la Tanzanie. Ces investisseurs burundais se sont entretenus ce mercredi avec l'Office rwandais de développement ayant échangé sur les voies et moyens d'investir au Rwanda. La délégation burundaise s'est réjouie de l'accueil dont elle a bénéficié au Rwanda, une preuve d'un investissement possible dans tous les prochains jours au Rwanda. Nous sommes ici au Rwanda en provenance du Burundi pour approcher l'institution qui est chargée d'agrément des sociétés pour qu'ils puissent opérer ici au Rwanda. Nous nous sommes entretenus pour que nous puissions étudier ensemble les modalités ou les possibilités d'amener notre société burundaise qui fabrique les engrais organominéraux au Burundi pour que cette dernière puisse venir s'implanter ici au Rwanda. Parce qu'il y a des atouts que nous y voyons. Alors nous sommes entretenus. Ils ont accepté que demain après demain, si nous commençons à travailler, que nous aurons beaucoup de facilité. Nous espérons que d'ici peu, qu'il pourront y avoir quelques activités préparatives pour que notre société qui fabrique les organominéraux au Burundi, même ailleurs en Tanzanie, nous sommes déjà opérationnels en Tanzanie, que cette fois-ci, c'est l'occasion de venir s'installer ici au Rwanda, parce que les opportunités sont là, et même les responsables de cette institution, RDB du Rwanda, a accepté de nous accorder les facilités possibles, comme ils accordent même aux autres investisseurs rwandais ou qui proviennent de l'extérieur, de venir investir au Rwanda. Nous sommes alors très contents. Nous retournons au Burundi en étant très contents. Nous allons y travailler. Nous pensons que d'ici peu, nous allons continuer les échanges de façon que nous puissions aussi venir investir au Rwanda avec cette société de fabrication des engrais organominéraux. L'accueil a vraiment été promettant. Nous avons fait une communication rassurante. Nous sommes d'ailleurs très heureux parce que ils nous ont promis de nous soutenir de A à Z jusqu'à ce que notre société puisse s'implanter ici au Rwanda.
Le Fonds vert du Rwanda a lancé un programme destiné à faciliter les institutions publiques dont les valeurs fondamentales incluent la conservation de l'environnement. Les détails avec Patrick Kanilidandi. L'un des objectifs à long terme du Rwanda est d'atteindre une réduction de 38% de l'empreinte carbone d'ici à 2030. Et c'est à cet égard que le Fonds vert du Rwanda, FONERGWA en sigle, a lancé un fonds destiné à soutenir les institutions publiques dont les valeurs fondamentales s'alignent sur la conservation de l'environnement. Le directeur général du FONERGWA, Fonds vert du Rwanda, Teddy Mugabo, exhorte les institutions publiques à innover dans des projets durables qui auront un impact positif sur la population rwandaise. La plupart du temps, lorsqu'un projet est lancé, il existe pendant au moins 2 ans, et puis plus rien. Nous voulons réfléchir sur la pérennisation de ce projet, que des projets venant de coopératives puissent effectivement générer des revenus pour la population. Le financement devait être accessible par le biais d'un concours et les représentants des ministères concernés considèrent qu'il s'agit d'une excellente opportunité, en particulier parce que ce sera dans l'intérêt supérieur de la population. Il existe plusieurs anciennes canalisations d'eau qui ne retiennent pas suffisamment l'eau, essentielle pour la vie. Et nous perdons une grande quantité de ces précieux liquides. Et ce programme nous aidera à avoir accès à des meilleures canalisations. Le ministre de l'Environnement a indiqué que la mise en place de projets basés sur la préservation de l'environnement est essentielle. Nous avons besoin de projets utiles pour nos populations, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Celui de faire du Rwanda un pays capable de faire face aux effets des changements climatiques. Un appel est lancé à tous les ministères et offices de l'État pour faire des propositions de projets nous permettant d'atteindre ces différents objectifs. Avec le soutien d'investisseurs allemands, le fonds Inego a démarré avec 46 millions d'euros et le FONERGWA a joué un rôle fondamental dans 46 projets visant la préservation de l'environnement. Les statistiques révèlent que depuis quelques années au Rwanda, les consommateurs locaux du café sont passés de 1 à 3% de la population lorsque les cabarets et autres débits de boissons étaient encore fermés suite à l'application des mesures sanitaires préventives contre le Covid-19. Différentes catégories de personnes ont pris l'habitude de boire du café. Les détails avec Kassim Youssouf. Le caféier est l'une des cultures qui exige beaucoup de travaux d'entretien. Pourtant, certains caféiculteurs admettent ne pas connaître la saveur du café. Nous sommes des caféiculteurs, mais nous ne buvons pas de café. Généralement, nous le récoltons et le vendons à d'autres personnes et nous ne suivons pas pour savoir plus ou savoir où il va après. Donc, en général, aucun agriculteur ne consomme du café. La première chose est de ne pas le trouver après la vente. Nous ne sommes pas au courant de ce qui suit et il n'y a personne pour nous apprendre comment le consommer. Vous pouvez savoir quelque chose si quelqu'un vous en a parlé. Tout ce que nous faisons, c'est s'aimer et récolter. Un peu partout sur le territoire national, on observe une prolifération de coffee shops et certains vendeurs estiment que la culture de consommation de café prend de l'ampleur en milieu urbain. La culture de consommation du café se développe chez les Rwandais et nous qui travaillons dans ce domaine, c'est bénéfique parce que nous avons beaucoup de clients qui connaissent d'ailleurs différentes sortes de café. C'est différent que les années précédentes car maintenant la culture de consommation de café progresse. Mukamusinga Perpétue s'est décidé à ouvrir un établissement de formation en préparation de café parce que c'est pendant la pandémie de Covid-19 que la culture de consommation de café a pris son élan parce que d'autres débits de boissons étaient fermés sauf ceux du café. Elle indique qu'environ 186 personnes ont bénéficié d'une formation
est que 168 ont trouvé de l'emploi au Rwanda, au Qatar, à Oman et en Arabie Saoudite, et d'autres travaillent pour leur propre compte. La raison pour laquelle j'ai choisi d'ouvrir l'établissement IBTC est que pendant le confinement en 2020, la plupart des gens ont perdu leur emploi, d'autres ont eu une réduction de salaire. Même si la pandémie de Covid-19 était un défi, cela a aidé certaines personnes à avoir un esprit ouvert en ce qui concerne le travail. Certains travaillaient à la maison et d'autres se rendaient à leur lieu de travail en sirotant leur café sans s'asseoir des heures et des heures dans une même place. La Direction générale de l'Office national de développement des exportations agricoles, NAEB en sigle, indique que l'augmentation du nombre de consommateurs locaux de café permet la hausse du prix du café. Nous avons des jeunes qui créent leurs propres emplois. Nous avons tellement de gens qui visitent le Rwanda et ils demandent du café de bonne qualité. Et ce que nous faisons en tant que NAEB, c'est nous assurer que le café est disponible et de bonne qualité. Vous savez tous que tous les coffee shops qui sont ici créent des emplois et que le prix augmente par rapport au café non grillé que nous exportons à l'extérieur du pays. Et il est toujours bon car il contribue à l'économie du pays. Notre vision est d'aider également les personnes du secteur privé afin que la consommation locale puisse augmenter. Le président du Forum mondial des producteurs de café, le Colombien Juan Esteban, estime que la solution au prix du café que déplorent les caféiculteurs sera trouvée par le développement du marché local et des pays producteurs. Si votre intention est d'accroître la quantité du café consommé dans le pays, cela permettra que les agriculteurs ne dépendent pas du marché international parce que vous aurez un prix local et c'est ce qu'ont fait l'Éthiopie et le Brésil. Ce sont les deux pays qui consomment leur café et malgré d'autres défis auxquels ils sont confrontés, ils ont un marché local fiable qui aide leurs agriculteurs. L'Organisation internationale du café révèle que la culture de consommation de café dans les pays producteurs a augmenté de 1,7% jusqu'en 2021 au niveau mondial par rapport à 0,4% en 2009, car actuellement le taux de consommation de café dans les pays producteurs est de 30,2%. En Éthiopie, ce taux est de 55%, alors que celui de la Tanzanie est de 7%. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne poursuite des programmes. Et d'ici là, portez-vous bien.